Là où plus aucune vie ne semble possible, certaines plantes font preuve d'une résilience étonnante. Des scientifiques commencent à percer leurs secrets pour survivre et surtout pour éliminer de la terre et de l'eau certaines des contaminations les plus toxiques. Il faut dépolluer les sols parce que sinon, les polluants vont se retrouver dans les eaux des nappes phréatiques, vont s'envoler dans l'air que vous respirez et dans les ruisseaux dans lesquels vous allez pêcher. Je dirige une société qui s'appelle Microhumus, qui est spécialisée en restauration des sols dégradés et en gestion des sols pollués par les plantes. Microhumus travaille pour des industriels pour traiter les sites qu'ils occupent afin de les laisser en conformité avec les règles environnementales et préserver la biodiversité. Ce site d'expérimentation, ancienne coquerie, situé en Lorraine, permet d'accueillir des terres venant de différentes friches industrielles de France et même d'Europe, comme ici, dans cette chambre climatique, où les terres sont mélangées. On va expérimenter différents types de plantes pour permettre à ces plantes de se développer et aux racines des plantes de pouvoir participer à la dégradation des polluants. Pour chaque polluant, il n'y a pas une seule plante. On a un ensemble de plantes qui peuvent répondre à différentes problématiques. Ce que notre entreprise fait, c'est qu'elle va tester un certain nombre de ces mélanges, mélangeant des graminées, avec des espèces plutôt arbustives, pour pouvoir tester celles qui vont le mieux s'adapter aux sols sur lesquels nous devons intervenir. Microhumus est aujourd'hui intervenu sur plus de 230 sites différents. Parmi les références les plus significatives des industriels comme Smurfit, où nous avons dépollué une ancienne lagune d'effluents, ArcelorMittal, pour lequel nous avons mis en sécurité d'importantes friches sidérurgiques, mais aussi des industriels de l'armement en Belgique, Total en Espagne, et des usines de production d'engrais en Normandie. En France, qui est un des grands pays industriels en Europe, on considère qu'il y a environ 50 000 hectares de friches industrielles, ce qui représente un gros terrain de football dans chaque ville ou dans chaque village. Une bonne moitié est contaminée par des polluants et doit être traitée ou a déjà été traitée. Ces friches représentent un vrai défi pour notre génération pour réparer les erreurs du passé et offrir à nos enfants, à nos successeurs, une terre plus propre et plus saine. Les plantes, on le sait, sont capables de renaître sur les sols pollués, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'elles sont capables de les décontaminer. Certaines ont en effet des propriétés anti-pollution efficaces sur les métaux toxiques, le pétrole, les pesticides et même les éléments radioactifs. Alors, comment ça marche ? À chaque espèce, sa stratégie. Certaines plantes sont capables d'absorber les polluants du sol et de les accumuler dans les tiges et les feuilles. Plus tard, elles seront fauchées et détruites. D'autres séquestrent les polluants dans les racines pour empêcher qu'ils remontent à la surface. La chaîne alimentaire et les nappes phréatiques sont ainsi préservées. D'autres encore sont capables de les dégrader et de les décomposer en éléments moins toxiques. Laisser les plantes faire le sale boulot intéresse de plus en plus de municipalités dans le monde. En France, près de 90% des villes de plus de 50 000 habitants ont des sols dont la pollution dépasse les seuils de sécurité. Utiliser la flore pour dépolluer peut être jusqu'à 100 fois moins cher qu'excaver la terre contaminée et la stocker. Et contrairement au traitement chimique, c'est adapté aux grandes surfaces de plusieurs dizaines d'hectares. Soigner les sols par les plantes, c'est possible, mais c'est un processus assez long. Les scientifiques veulent aller encore plus loin en développant tout le potentiel du végétal dépollueur. Je suis directrice de recherche dans un laboratoire où on étudie la physiologie végétale. Les plantes sont capables d'accumuler une bonne quantité de polluants, notamment dans le cas des métaux.
L'objectif est évidemment que ce soit accumulé essentiellement dans les parties aériennes, ce qui permet ensuite de récolter les plantes. Après incinération, vous vous retrouvez avec un tout petit volume de déchets. En revanche, c'est un procédé qui est très lent puisqu'il se nécessite plusieurs années, voire plusieurs générations de plantes. C'est la raison pour laquelle les industriels aujourd'hui ont du mal à promouvoir ce type de procédé. Deuxième procédé qui aujourd'hui est plus valorisable, la plante en fait n'accumule pas mais au contraire stabilise le polluant. Ce procédé en fait permet de cultiver des plantes sur un sol contaminé, donc de redonner de la valeur à ces sols. On peut produire non seulement des bioplastiques, du bois, du paillis, mais aussi des huiles, des tissus, de la fibre. La profondeur d'enracinement des plantes est de l'ordre de 60 à 80 cm, donc il ne faut pas que le polluant soit très profond. Une autre limite qui est très importante, on ne peut pas faire pousser sur des sites miniers des espèces qui sont tropicales par exemple. Mon objectif actuel, c'est vraiment de développer de façon intense une innovation qui s'appuie sur une connaissance de certaines plantes aquatiques qui, mortes, réduites à l'état de poudre, sont capables de séquestrer des quantités astronomiques de polluants tels que des métaux. Quand on s'intéresse à la pollution des sols, on est très vite confronté à un continuum de pollution entre celle du sol et celle de l'eau. On ne peut pas dissocier ces deux problèmes de pollution. Nous avons découvert que des plantes exotiques, aquatiques, envahissantes, étaient vraiment idéales pour dépolluer l'eau de façon efficace, robuste et à grande échelle. La jussie d'eau, qui est très répartie sur le territoire français, ou la laitue d'eau, qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France, sont typiquement des plantes qui ont un système racinaire extrêmement bien fait, qui est prédisposé pour emmagasiner de très grosses quantités de polluants métalliques. La première étape consiste à déshydrater les plantes pour rendre leur broyage plus facile, de façon à avoir un matériau homogène. Donc c'est une poudre jaune pâle qui est très stable et que nous stockons dans le local avant d'avoir une opération de dépollution. Alors, la poudre végétale a comme premier intérêt d'être utilisée dans des démonstrateurs qu'on a mis au point pour dépolluer l'eau et qui vont nous permettre d'aller sur un site donné où il y a un problème de pollution identifié ou chez un industriel qui a un effluent à traiter. L'eau va être introduite à l'entrée en haut de la colonne. La poudre végétale va se gorger de métaux et puis si l'opération est réussie, si le contrôle analytique en sortie de colonne est bon, l'eau peut être rejetée directement dans l'environnement. La technique d'utilisation de ces filtres végétaux a été éprouvée dans deux grands cas, notamment dans le Gard, un ancien grand département minier, où on a montré qu'on pouvait dépolluer des effluents qui sortent de galeries minières qui sont très chargés en zinc et en fer. La capacité de dépollution de ces filtres végétaux est vraiment très large. On peut réussir à séquestrer des éléments métalliques comme le fer, le cuivre, le zinc, le manganèse, le nickel, mais dont certains sont quand même en voie d'épuisement et qui montrent que ces filtres végétaux sont extrêmement intéressants parce qu'on peut aller jusqu'à du recyclage de métaux précieux. La dépollution n'est qu'une première étape de nos travaux. Notre perception de cette poudre végétale gorgée de métaux n'est pas de l'apercevoir comme un déchet, mais l'apercevoir comme un réservoir de métaux précieux, stratégiques. Plutôt que d'aller les chercher dans l'extraction minière, on les a trouvés là et on a transformé cette poudre riche en métaux en éco-catalyseur. Alors un catalyseur est une entité qui va apporter l'énergie qu'il faut à une réaction chimique pour qu'elle soit possible, qu'elle soit efficace. Ils sont indispensables à l'industrie pharmaceutique, à l'industrie cosmétique, à l'industrie des matériaux, à la chimie fine. Pour passer de la poudre végétale riche en métaux en éco-catalyseur,
On a choisi de développer le procédé le plus sobre possible, sans aucun intrant chimique. Il s'agit d'un traitement thermique dans un four adapté. On va concentrer la matière végétale en minéraux et c'est notre futur éco-catalyseur. Alors l'éco-catalyseur est l'étape intermédiaire. Donc la troisième et dernière étape consiste à utiliser ces éco-catalyseurs pour produire des molécules à haute valeur ajoutée, avec l'ambition de remplacer tout ce qui vient de la pétrochimie dans le domaine cosmétique, dans le domaine des parfums, dans le domaine des médicaments. Donc, un exemple précis, c'est de réussir, grâce aux éco-catalyseurs, à produire des molécules pour remplacer les silicones largement utilisés dans les cosmétiques. Un autre exemple important, c'est d'aller traiter des effluents de l'industrie pharmaceutique qui sont souvent riches en un élément stratégique, rare, qui coûte de plus en plus cher, c'est le palladium. Donc on fait coup double, on dépollue l'eau avant rejet et on récupère le palladium à travers la poudre végétale pour construire un grand nombre de nos médicaments, notamment par exemple dans le domaine du cancer. Il est parfois difficile de faire admettre que des solutions naturelles peuvent être extrêmement performantes. La nature est vraiment très bien faite. J'aime souvent dire que c'est la nature la plus grande chimiste, aux performances parfois inégalées. Et là, on est vraiment dans ce type d'exemple.